Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective gaming. Analyse Humble Bundle. Un nouveau projet dans lequel je prends le site Humble Bundle, qui est un site internet qui vous permet d'acheter des ensembles de jeux une fois par mois et avoir certains autres rabais quand ils en ont la possibilité. Et donc, j'ai toujours trouvé ça passionnant comment il me permettait d'obtenir 12 nouveaux jeux par mois pour seulement 10-12$. Ainsi, vous pourrez me voir critiquer chacun de ces jeux-là de façon à vous faire une idée sur est-ce que vous le voulez ou non, ce dit bundle. Et on commence par le mois de février 2021. Bonne écoute. Bon, pour commencer, on parlait du premier jeu Endless Space 2. Endless Space 2 est un peu comme Civilization dans le type où c'est un jeu de gestion de ville ou de gestion d'empire. Au-delà de ça, Endless Space ne possède aucune zone hexagonale, donc ne ressemble pas tout à fait à un board game classique, mais plutôt représente des systèmes solaires qui sont reliés entre eux par l'espace et la galaxie dans laquelle tu dois conquérir. Dans le jeu, tu as aussi un système de quests. Dans ces quests-là, tu peux toujours choisir l'avenue dans laquelle tu veux prendre cette quest-là de front. Tu peux choisir, mettons, y aller de façon militaire, industrielle ou scientifique, et certaines fois, tu vas avoir d'autres de ces choix-là. Et les premiers qui réussissent la quest se voient donner un reward qui donne un gros avantage directement dans le jeu. Comme tout bon jeu de ville, tu as un territoire. Ce territoire-là, il est représenté par un système solaire qu'on est capable de voir ici. Ici, on peut voir le système solaire de Douzé et le système solaire de Rigel. Ces deux systèmes solaires que je possède et Eka en dessous, je ne le possède pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de zone bleue autour. La zone bleue qui agrandit, c'est qu'il y a des anomalies cosmiques. Si certaines de ces anomalies se trouvaient dans mon range, j'aurais le bonus de l'anomalie appliqué directement dans mon système solaire. Comme on contrôle des systèmes solaires et non une planète directement, on a accès à toutes les planètes du système solaire. Malgré que quand on colonise le système solaire, on commence qu'avec une seule planète de coloniser. On peut coloniser tout le reste du système, comme c'est lui qu'on contrôle au final. Une fois dedans, on peut voir qu'on a une planète colonisée qui s'appelle Rigel et une planète non colonisée qui s'appelle Kyros. Sur ma planète colonisée, je peux faire des bâtiments qui auront tous un avantage qui vont me donner différent, mais qui va prendre un nombre de tours, lui aussi différent à faire. On peut aussi voir que Kyros est pour l'instant inhabitable. Mais si je vais faire les recherches scientifiques nécessaires, Kyros peut devenir une planète habitable. Puis ici, elle va venir ajouter ces bonus qui sont ici à mon système solaire affiché sur ma capitale Rigel. On peut aussi voir dans Douzé, qui est mon système solaire à 3 planètes, où j'ai un peu plus de population, que cette population-là se sépare en différents types de populations. Entre autres, dans cette population-là, j'ai 3 différentes, mais on peut voir que dans 2 tours, mon nouveau membre de la population va être du même clan que ce symbole-ci. C'est le même symbole. Donc, vous pouvez toujours aussi avoir un aperçu de ce qui arrive dans le futur. C'est quand même assez bien. Donc, à ce moment-là, j'avais des impériales. J'avais aussi des épistis, qui est une race qui va donner de la nourriture et un boost en production sur ta planète. Et j'avais, je pense, c'est les Yusha. Exactement, Yusha, qui sont un peuple militaire. Qui vient, dans le fond, ce 1 population-là, en militaris, vient donner le représentatif de système à 1 ici. La représentation de système, c'est que ta population va faire des choix politiques en lien avec ce qu'elle accroît. Tu vas avoir des bonus que je vais revenir un peu plus tard qui est en lien directement avec ces choix politiques-là. Et donc, il faut faire attention à sa population. Ici, on peut voir comment la planète produit dans chacune des unités de base, mais aussi les unités de ressources spéciales qu'on possède. Ces ressources spéciales-là sont très utiles pour aller chercher les modules rares sur les vaisseaux de guerre, ou les bâtiments rares, ou des upgrades un peu plus difficiles à obtenir. Puis c'est aussi des trades monétaires importants dans le système galactique, parce que pour upgrader tes villes, tu vas avoir besoin de ces ressources-là, puis jusqu'à 3 de ces ressources-là. Fait que si tu peux avoir ta main sur certaines que tu ne penses pas avoir besoin, tu peux les mettre à la vente, puis ainsi augmenter ton total d'or. Puis aussi, à côté, tu as ton total d'influence. C'est 2 choses qui ne servent pas exactement la même chose, mais qui ont à peu près la même fonction dans le jeu, qui est de acheter ou avoir des bonus dans l'immédiat sans avoir à attendre. Parce qu'une des mécaniques principales des jeux d'Empire, c'est de devoir attendre parce que c'est du tour par tour. On agit dans un certain nombre de tours.
Ici, je vais montrer qu'on peut vraiment zoomer sur la planète. Puis de ce zoom-là, qui est la vue la plus close que tu peux être sans aller voir le cinématique d'ambiance de la planète, tu peux dézoom jusqu'à voir ton système solaire, vraiment la vue de ton système solaire, et dézoomer jusqu'à voir l'entièreté de la galaxie. Puis en ce moment, je jouais dans la galaxie la plus petite, je pense que vous pouvez jouer. Elle peut être beaucoup plus grosse que ça peut être vraiment gigantesque comme map. Les lignes blanches que vous voyez entre mes systèmes solaires, c'est des lignes de transport pour les vaisseaux. Au début, les vaisseaux peuvent juste se transporter en utilisant ces lignes-là, ils ne peuvent pas se déplacer autrement. Par contre, avec la science, vous pouvez upgrader vos vaisseaux à un point où vous serez capable de passer de 12 à ECA en ligne droite. Par contre, les lignes blanches sont sécuritaires. Ainsi, un vaisseau se déplace beaucoup plus vite dans ces zones-là que lorsqu'il prendrait le vide. Par contre, probablement que si votre zone est aussi proche de l'une à l'autre, ça va quand même être plus vite de couper par le vide interstellaire. Par contre, il y a d'autres systèmes solaires qui sont un peu comme isolés, que tu peux juste te rendre si tu as développé la science pour. Ici, ça s'appelle l'exploration. Le vaisseau de base du jeu s'appelle le Scout, puis le Scout, il permet d'aller voir ce qui est un peu comme des anomalies planétaires. Puis ces anomalies planétaires-là vont venir donner des bonus directs, soit qui vont dire que la Terre possède de l'hyperium ou de... Ça, je crois que c'est un autre type d'alliage. Puis si tu colonises sous l'eau, dans le fond, ça te dit que tu vas avoir de ces ressources rares-là. Mais quand c'est encore un carré, c'est que tu sais pas c'est quoi qui se trouve. C'est quoi le secret encore de la planète? Des fois, ça peut être un bonus direct. Des fois, ça va être un bonus si tu colonises. Des fois, ça va être une ressource. Des fois, ça va être une science, un upgrade dans une science. C'est important de vraiment toutes les rechercher. Comme on peut voir ici, ça me donnait une nouvelle ressource rare qui s'appelle le Tree Vine. Ici, c'est les lois. C'est quand je vous parlais que l'élection est importante, c'est que les lois que vous pouvez faire passer qui sont des bonus directs. Comme ici, Super Tax Act. On fait plus 3 de gold par la population, mais évidemment, comme tu taxes vraiment fort, ta population est 20% moins content. Ces lois-là, ils n'ont pas de symbole, c'est juste un cercle. Ça veut dire que c'est des généralistes. Peu importe c'est quel personne au pouvoir, quel système qui est en place, tu peux mettre des lois généralistes. Par contre, si tu es en industriel, tu peux mettre New Colony, mais si tu es en militaire en ce moment, tu peux plus utiliser ta New Colony parce que ton peuple veut plus que tu passes cette loi-là. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir un œil sur sa population puis sur les lois que tu veux faire appliquer dans ton futur, parce que si tu es vraiment intéressé à avoir New Colony tout le long, mais tu dois t'assurer que le régime en plan reste industriel et tout faire pour ça. Qui est une autre mécanique le fun, je trouve, dans les jeux d'Empire. Puis qui est aussi pas mis trop lourdement. En tout et pour tout, là et élection ensemble m'ont pris peut-être 20 minutes sur une game de 7 heures. C'est vraiment rien. Ça, c'est le talent tree pour les héros. C'est toujours séparé en 3, peu importe le héros. Par contre, les choix que tu peux prendre pour le dit héros changent. Dans les choix que tu as toujours 3 types différents. Tu as les on-fleet bonus. Puis ça, c'est quand le héros est utilisé dans un point de vue militaire. Si tu prends un regroupement de vaisseaux puis tu crées une flotte militaire qui se déplace ensemble et que cette flotte-là est dirigée par un héros, bien, ces bonus on-fleet sont appliqués directement à tous les vaisseaux qui sont en dessous de lui. Si ton héros s'occupe d'un système solaire, donc un système solaire qui a un peu de la difficulté ou que tu as envie qu'il soit vraiment plus supérieur, tu y mets des boosts on-system. Si tu as un héros qui est vraiment bon pour être élu par ta population, tu peux y mettre même des boosts unelected. Puis ça, s'il est élu par la population, c'est des gros méga boosts à tout ton empire au complet. Dans le peuple, tu peux rencontrer des minor civilizations. Là, je vous montre un exemple avec Amoeba. Amoeba est une population où chaque membre viendra augmenter ma production de nourriture. Par contre, leur political output, c'est qu'ils sont écologistes. Donc, si ma population ne devenait que des Amoeba, j'aurais un problème où je ne serais pas capable de garder mon industrialisation. Il faudrait que je tasse vers un régime écologiste. Dans ce que tu peux faire avec les Minor Civilizations après leur premier contact, tu peux les praise. Les praise te coûtent de l'influence. Par contre, ça va augmenter l'opinion du peuple envers ton égard. Une fois que tu l'as assez augmenté, tu peux faire un assist function. Assist permet à ce que le peuple te donne une quest, un gros problème qu'ils ont dans leur civilisation. Puis si tu le règles, t'absorbes la civilisation. Tu peux déclarer la guerre. Déclarer la guerre te permet aussi d'assimiler la civilisation, mais d'un point de vue militaire. Si tu as une grosse armée, puis en ce moment, tu n'as pas mis beaucoup d'aspects sur l'économie, ou sur le trade, ou l'influence, bien, ça va plus vite pour toi de juste détruire puis prendre la planète.
tu peux déclarer la guerre puis le faire. Tu peux aussi faire Selective Migration. Puis ça te permet de rebalancer ta population. Si dans ta population, tu avais besoin d'écologistes, ben là, tu peux, si tu es rendu assez ami avec, les faire venir dans tes systèmes solaires, puis faire peupler ton système solaire de cette population-là, sans capturer leur planète mère. Ça, c'était pour vous montrer les cinématiques d'ambiance. Chaque planète a un petit cinématique qui vous montre à quoi ça ressemble sur la planète. On peut voir aussi qu'elle était inhabitable. Ça, c'est les branches scientifiques. Tu as 4 grandes branches de sciences. La première, c'est Economy and Trade. Economy and Trade, ça va être toutes les perks pour aller chercher le marché international galactique, aller chercher des meilleurs boosts économiques, des bâtiments qui vont augmenter directement ton import d'argent. Après ça, on descend vers Science and Exploration. C'est souvent la branche dans laquelle tu vas aller chercher les perks de colonisation, ce qui va te permettre d'aller chercher toutes les planètes que vous avez vues qui étaient inhospitable. Ils vont devenir habitables grâce à ces sciences-là. Après ça, on suit avec Empire and Development, si je me trompe pas. Empire and Development et surtout avoir des nouveaux bâtiments, les Wonder, avoir des choses pour la nourriture un peu plus efficacement. Puis on termine avec la branche militaire qui est vraiment les modes pour vaisseaux, avoir des vaisseaux beaucoup plus forts, être capable de faire la guerre plus efficacement et aussi de défendre sa planète plus efficacement. Ça, c'est ce que je vous parlais quand je disais l'élection, c'est tout simple. Tu choisis le parti que tu veux supporter, ça lui donne un petit boost. Tu peux aussi mettre de l'influence pour influencer encore plus directement ce boost-là. C'est pas tellement nécessaire. Je pense que j'ai perdu juste 2 fois mes élections dans une game de 7 heures. Puis je l'avais cherché. Si j'avais fait attention, j'aurais gardé mon empire industriel. Rendu à un certain point, j'avais mis trop de choses ailleurs. Ici, on peut voir industriels et militaires ont été élus. Puis c'est pour ça que quand je vous montrais les lois, j'avais accès à ces deux-là, mais j'avais pas accès à, mettons, pacifistes, à écologistes, à tous ceux-là qui sont bloqués pour moi pour l'instant parce que mon gouvernement veut pas élire de ces lois-là. Il y a aussi les Hero Ship Design. Ça, je trouve ça le fun parce que tu l'as aussi pour les héros puis tu l'as pour tes vaisseaux normaux. Puis c'est la possibilité d'aller modder avec ce que tu augmentes dans ton militaire tes vaisseaux pour les rendre plus forts. Les vaisseaux des héros deviennent permanents plus forts, puis tes vaisseaux normaux dans le jeu que tu upgrades, tu peux en faire différentes versions. Puis ça, c'est fou complètement, parce que, mettons, tu as le Battle Cruiser dans dans StarCraft, je veux dire, tu peux refaire le Battle Cruiser 2.0, 3.0, 4.0, puis toujours aller le modder différent. Un qui aurait vraiment beaucoup de shield, un qui a vraiment beaucoup de force d'attaque, un qui se déplace rapidement, puis de créer celui que tu as besoin directement quand tu as besoin, puis les garder, sauvegarder dans ta liste de création. Ça, c'est vraiment cool. C'est comme si dans Civilisation, tu pourrais enlever une lance à 2 mains à un lancier, y mettre une lance à 1 main puis un shield parce que tu veux augmenter sa protection. Ça, c'est un aspect que je trouve super réaliste puis le fun. Ici, on peut me voir modder mon petit vaisseau d'héros. Je remplaçais des gris qui sont les modules faibles par des jaunes qui sont des modules un peu plus upgrade. Ici, je vais montrer une guerre de vaisseaux. Les vaisseaux qui explosent, je fais ça satisfaisant. Par contre, sont pas naturellement vite. Je vous conseille de mettre peut-être des x2, x4. Du moins, après les avoir regardés une couple de fois. Surtout quand vos combats commencent de loin. Si vous avez des vaisseaux qui sont pas faits pour aller vraiment proche puis se battre de proche, des fois, ils sont très loin puis ils commencent à se tirer puis ils vont se miss. Avancez cette partie-là puis quand ils commencent vraiment à se toucher puis à s'exploser, ben là, vous ralentissez. Mais globalement, les combats spatials m'ont plu parce que je fais voir les designs de mes vaisseaux. Ça, ce que je vous ai mis en pause là c'est les combats sur le ground quand vous attaquez des planètes directement. Je trouve ça tellement laid que je vous conseille de le swap. Pour moi, c'est le plus gros point faible du jeu et le point faible du jeu. Parce que le reste, c'est une question de goût, c'est des questions de qu'est-ce que moi je veux comme mécanique. Ça, c'est vraiment juste, je comprends pas. J'enchaîne avec les façons de gagner dans ce jeu-là. Comme ça prend souvent 7 heures à gagner, je vais vous dire un peu après ma barre comment accélérer ce processus-là. Vous pouvez gagner par score, qui est fait que lorsque vous avez, à chaque tour, vous avez un score de calculer. Puis si vous atteignez 300, vous avez gagné. Après 6 heures, j'étais à peu près rendu à 141. Vous avez par suprématie, qui est de contrôler les 4 majeures galaxies. Conquest, qui c'est d'avoir 22 systèmes solaires différents. Vous voyez, comme j'étais déjà à 16 sur 22, puis c'est de cette façon-là que j'ai terminé cette game-là. Science, c'est d'avoir les 4 derniers des 4 branches que je vous ai montrées dans la branche de Science. Économie, c'est d'avoir 700 000 $, pas d'accumuler, mais de fait au travers de ton empire. Et Wonder, c'est d'avoir les 3 plus grandes Wonders du monde. J'en ai fait aucune. Je m'étais même pas rendu en faire une, en fait. On se fait avec un indie game qui s'appelle Boomerang Fu.
Boomerang Fou. Tu commences en choisissant ton personnage. Tu as plusieurs choix de personnages, ils sont tous un peu drôles, ils sont tous un peu joyful. Le jeu, il est super simple. Tu as 3 options. Tu peux jumper, tu peux donner un coup avec ton arme et tu peux lancer ton arme. Et comme vous pouvez vous en douter, ici, ça s'appelle Boomerang Fou. Ton arme est donc un boomerang. Le but est simple, éliminer tes adversaires. C'est un best of 10. Les rounds se passent entre 10 et 15 secondes. C'est très très rapide. Tu peux faire beaucoup de choses dans les maps, dont activer des switches pour les faire bouger. Tu peux pousser du monde dans de l'eau. Tu peux mettre le feu à certaines surfaces. Tu peux ramasser des pouvoirs au travers ces manches-là qui se disputent. Et ces pouvoirs-là viennent influencer directement tes lancers. Comme entre autres, il y a un multi-boomerang. C'est un écrasement double kill par la map. Multi-boomerang te permet, quand tu lances, de séparer en 5 boomerangs. T'as un explosive boomerang que quand tu le lances, il fait un petit tic 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 puis il explose. Un fire boomerang qui met le feu à toutes les petites herbes que vous voyez en ce moment sur l'écran. Et ces pouvoirs-là rendent le jeu vraiment le fun. Je m'attendais, quand j'avais vu un trailer, c'est probablement ce que vous dites, c'est que ça n'a pas l'air aussi le fun que j'ai envie de vous le transmettre, mais ça l'est. Tu sais, je pensais honnêtement jouer une seule game, on en a joué 6. Puis même, il a fallu qu'on s'arrête parce qu'on aurait joué à ça toute la journée. C'est un très bon jeu de party. C'est très relaxant. C'est le fun. Tout le monde peut être bon. J'ai l'impression que quelqu'un qui jouerait 150 heures pourrait être excessivement fort. Mais pour tout le monde qui veut jouer juste pour le fun, t'as pas besoin d'être un gros gamer pour avoir ton fun. Là. Il y a beaucoup de parties qu'on a joué où Jas a été vraiment plus utile que moi. Même si je suis celui qui joue au plus de jeux. Juste parce que des fois, t'as les meilleurs perks, t'as la meilleure situation, tu comprends mieux aussi les pouvoirs que t'as. Puis ça, c'est le fun. Ça fait un party game où tout le monde est le héros de certaines situations. Puis comme les rounds sont courts, une quinzaine de secondes, une dizaine de secondes, ben on finissait souvent excité en train de crier comme « Wow! Quel fou move! » Ça, c'est ce que tu veux dans un petit indie game. Puis je dirais que, tu sais, globalement, je conseillerais jamais un Humble Bundle juste pour un petit jeu comme celle-là. Mais là, oui. Tu sais, s'il y a rien d'autre que vous aimez du Humble au complet, mais vous avez envie de jouer à Boomerang Fou, achetez-vous le Humble. Ça vaut la peine, là. Awesome comme jeu. Si vous aimez Super Smash, Mario Kart, tous ces jeux-là, de jouer ensemble en famille et avoir du fun, c'est juste parfait. Parfait. Ça, je pense que c'était le dernier round. Je voulais juste montrer... parce qu'elle pognait Jasmine pognait l'explosive boomerang, mais avec multi. Regardez comment ça fait de l'explosion, là. Essayez de dodger ça comme du monde. On suit avec le jeu qui s'appelle Moving Out. Moving Out, c'est un peu comme un simulateur de déménagement dans lequel la simulation est prise au sens large. Donc le but est de déménager, mais non efficacement, et juste rapidement les choses. Et donc, tu dois refaire les mêmes maps plusieurs fois parce que c'est un peu comme des puzzles. Puis c'est un but de trouver comment apporter tous les objets de ce puzzle-là dans ton camion de déménagement le plus vite possible pour avoir la médaille d'or. Puis au travers de ces missions-là puis ces tableaux-là, tu vas avoir des objectifs secrets. Comme entre autres, dans cette map-là, un des objectifs secrets, c'était de prendre un des flamands puis de le pitcher dans le camion. C'est pas un objet de quest, il va pas compter dans tes 16, mais si tu le fais, c'est un petit bonus. Si vous aimez les jeux de puzzle, vous allez aimer ce jeu-là parce que l'aspect clunky, il est vraiment amusant. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Se déplacer est vraiment pas simple. Puis faire les tâches à deux dans ce jeu-là, comme vous nous avez vu lancer le lit au début, là, c'est super tough parce qu'il faut bouger exactement en même temps. Donc ça nécessite beaucoup de communication avec votre teammate. Mais pour avoir essayé tout seul puis à deux, définitivement plus le fun à deux, ce jeu-là. Tout seul, j'avais l'impression de juste me casser la tête à résoudre un puzzle dans lequel la mécanique était pas pour moi. Mais que la mécanique soit contre toi quand t'as du fun avec quelqu'un d'autre pis t'es en train de niaiser pis t'es comme « Ah, t'es pas capable de lancer une chaise par la fenêtre! » Mais ça, c'est le fun, tu sais, vous faites un peu de banter, un peu, on niaise les deux sur ça. Mais quand t'es tout seul, tu fais juste souffrir. Tu fais que la mécanique est pas parfaite. Ça, c'est pas optimal. Fait que globalement, c'est un jeu que je vous conseille surtout pour avoir un jeu de relaxation, soit de famille ou avec des amis, mais tout seul, c'est un jeu qui peut devenir un peu lourd, surtout que c'est vraiment tough à voir tout parfaitement. Ça, c'est le premier tableau du jeu. Pour réussir à avoir la médaille d'or, je crois qu'on n'a même pas dans l'exemple que je vous montre là, ça nous a pris 4 ou 5 essais, puis on était à 2 secondes d'encore avoir Silver.
C'est pas un jeu simple. C'est pas un jeu aussi qui est fait sur l'exploration ou la découverte. Comme je dis, c'est un jeu de puzzle, mais calqué ou du moins écrasé sur un jeu de simulation de déménagement. Fait que si tout ce que je dis vous plaît, ben Moving Out fait partie du bundle, je vous conseille de l'installer puis de jouer. Il prend vraiment pas beaucoup de place en plus. Puis il peut vous occuper un bon, je sais pas moi, 20-30 minutes par jour, très facilement. Là. Une fois qu'on a terminé de rentrer tout dans le camion, on peut voir ici combien de temps ça nous a pris. C'est quoi le best time qu'on avait réussi à faire jusque-là. Et aussi les bonus objectifs. Comme là, on avait réussi à briser toutes les windows, puis à bring le flamingo, mais on n'avait pas réussi à faire Don't Break Any Window. On suit donc avec le jeu Valkyria Chronicle 4. Valkyria Chronicle 4 se dessine présentement comme une bande dessinée, et c'est parce que tout le long, vous aurez l'impression d'en vivre une. Vous avez un peu l'impression d'être dans la tête du personnage principal, qui vous raconte comment c'est vécu pour lui une guerre, qui se passe un peu comme en Europe. C'est très... il change beaucoup de choses, c'est pas calqué sur la réalité du tout, mais c'est satisfaisant dans l'optique où prendre un concept qu'on connaît tous, qui est la guerre mondiale, puis nous le faire voir d'un point de vue un peu animated dans un comic book story. Cette façon-là de faire le graphique puis de cinématique très présente dans le jeu vous permet de connaître chacun des personnages un après l'autre puis vraiment vous intéresser à leur vie, à leurs idéaux, à ce qu'eux ils veulent devenir. C'est rare un jeu stratégique militaire dans lequel tu passes beaucoup de temps à t'occuper de ton armée. Il y en a des jeux militaires où tu es une seule personne qui ont réussi une très bonne narrative, comme Call of Duty Black Ops 1, entre autres, où tu joues une seule personne, tu vis ses traumas. Mais ça, t'es un leader d'armée. Au final, dans ce jeu-là, Valkyria Chronicle, tu contrôles une armée en entier, c'est un jeu stratégique de guerre, mais t'as pas juste à t'intéresser à ton commandant, c'est ton commandant s'intéresse à tout le monde. Puis comme il s'intéresse à tout le monde, tu finis par toutes les découvrir. Ça, c'est vraiment le fun. Pour aussi un jeu de mécanique de guerre, ce que j'aimais beaucoup, c'est la weak point mécanique, qui est souvent une mécanique qu'on voit dans certains jeux, mais rarement, je trouve, mis avec ce genre de jeu mécanique-là, où c'est un tour par tour. Mais un tour par tour dans lequel certains ennemis ont des zones que quand tu tires sur cette zone-là, tu fais beaucoup plus de dégâts. Un peu le concept du headshot dans un jeu de gun. Évidemment, un humain dans ce jeu-là, un headshot est encore son point faible. Mais une unité qui est vraiment spéciale dans le jeu, entre autres, est le tank. Mais le tank, son point de weakness, c'est son réacteur en arrière. Donc, dans tes mouvements stratégiques, il faut que tu prévois qui va être capable d'aller attaquer le tank par derrière, puis aussi que ton tank soit pas capable, lui, d'être capable de protéger les arrières de ton tank. Puis ça fait que les unités sont pas trop fortes. Parce que comme ils ont des weak points, tu peux pas juste faire « Ah, ben moi, j'arrive avec mon battle cruiser, puis je te tue tes 50 soldats. » Il faut vraiment que tu aies le bon... Un peu comme un roche-papier-ciseaux de unit où tu essaies d'avancer tes bons units au bon moment. Comme dans tout bon jeu de guerre, évidemment, quand tu finis une mission, il dit le nombre de tours que ça a pris pour réussir la mission. Par tour, c'est player face, c'est pas activation de personnage. Je vais réexpliquer ça plus tard. Ici, c'est le rang que tu as réussi à avoir, l'XP, puis le cash accompli. Très, très, très simple. Ça, c'est une mécanique qu'on voit partout, puis je trouvais qu'elle était bien faite, puis j'aime ça, moi, avoir mon rank. C'est une mécanique qu'on voit plus dans les jeux asiatiques, habituellement, mais moi, j'adore ça. J'aime ça savoir est-ce que j'ai bien fait selon ce que le développeur pense ou j'ai vraiment mal fait. Ici, comme vous pouvez voir, ça, c'est le Book of Story. Tu traverses l'histoire au travers le livre qui t'est raconté. Les carrés comme ça, c'est les carrés de cinématique. Donc, il y a à peu près une cinématique minimum avant et après chaque mission. Donc, c'est pour ça que je dis que l'histoire est très deep. Si vous aimez les jeux narratifs, ce jeu-là, il est pour vous. Il y a un parfait mélange, je trouve, entre quand je suis en mission, c'est vraiment juste la mission, je me concentre sur ma stratégie, j'ai pas beaucoup de cinématiques, puis c'est fluide, mécanique de gamer, le fun. Mais quand je suis dans le mode, soit mon headquarter, ou je suis dans mon book of story, t'as l'aspect d'être vraiment plus pris dans les personnages, de t'investir dans leur existence. Puis ça, je trouve qu'ils l'ont très très bien réussi. Quand tu rentres dans une mission, tu as toujours une façon de le gagner, cette mission-là, évidemment, une façon de perdre cette mission-là. Et tu as la description générale de qu'est-ce que tu as à faire dans la mission. Et aussi sa location. Une des choses que tu peux faire quand tu rentres dans une mission, c'est de positionner tes units dans la base que tu veux. Là, évidemment, dans cette base-là, j'en ai qu'une. Je peux juste les déployer ici. Puis on me dit que je peux déployer jusqu'à 6 units. Je vais dans mon déploiement parce qu'évidemment, comme je vous disais, je n'ai qu'une seule base. Et mon déploiement se retrouve à être la liste des unités disponibles dans mon escouade. Dans le jeu, tu suis la squad I, la squad E,
Et l'unité E possède une liste de soldats que tu peux mettre sur le jeu comme tu veux. Contrairement à d'autres RPG, ce jeu stratégique-là, t'as pas à leveler, mettons, là je suis sur Curtis Blackwell, t'as pas à leveler M. Curtis lui-même. Curtis, c'est un scout. Il est la classe Scout. Quand tu es dans ton headquarter, tu peux leveler les scouts et toute ma liste de scouts vont devenir niveau 2. Et donc, pas juste Curtis. En haut, ici, il y a le tank. Le tank est la seule unité que tu peux jamais modifier son emplacement, puis que son nombre est toujours fixe. C'est pas que ça va être toujours 1, c'est que ça va être 0, 1 ou 2, dépendamment des missions, et tu n'as pas de contrôle direct dessus. Par contre, toutes les autres unités, les carrés rouges, les ronds, je veux dire rouges en bas, tu peux choisir ce que tu veux. Si tu veux avoir 5 scouts, 5 snipers, tu peux vraiment y aller comme ça te tente. Aussi, chaque personnage, comme vous pouvez voir, ils ont des likes. Des personnages qu'eux autres y aiment dans leur armée, puis ils ont des bonus automatiques s'ils se battent proche de ces gens-là. Comme mettons, tu vas tirer sur une cible avec Raz, puis tu es à côté de Cloud, ben Cloud va t'aider à tirer sur la même cible parce que vous êtes amis, vous vous comprenez bien. Il faut aussi utiliser ces likes-là pour avoir l'armée la plus efficace. Ça, je trouvais ça le fun parce que dans les stories aussi, c'est mis en avant-plan, ces likes, ces dislikes-là, puis tu apprends à les connaître, puis ça devient logique un peu. C'est pas juste une mécanique, c'est aussi un aspect narratif. Puis ça, je trouve ça le fun quand tu es capable de justifier la mécanique d'un jeu par sa narratif. Les deux premiers personnages que j'ai mis, c'est un Shock Trooper et après ça, un Sniper. Sniper, c'est assez self-explanatory, mais un Shock Trooper, c'est le personnage d'infanterie. C'est celui qui court avec une grosse mitraillette qui est très bon au corps à corps. Ici, c'est un ingénieur. L'ingénieur que j'ai placé au milieu, son rôle, c'est de remettre des balles dans les guns des gens qui en ont vraiment moins. Comme les snipers puis les grenadiers ont juste 3 balles dans leur gun, si tu veux l'utiliser plusieurs fois par round, il va falloir qu'un ingénieur vienne leur donner des balles. Puis c'est aussi juste l'ingénieur qui peut réparer le tank si le tank a des dommages. Parce que contrairement aux autres unités que un peu ce que je vais appeler le med pack peut les guérir, tu vas beau mettre un bandage sur un tank, ça ne sert pas à grand chose, l'ingénieur, lui, vient réparer le tank avec son kit d'outils. Le Lancer, comme Laurent, celui que je vais finir par prendre, c'est un gars qui se promenait avec un bazooka, puis c'est l'unité anti-tank, dans le fond. Super pratique, du moment que vous savez que dans la mission, vous allez être contre un tank, il vous en faut au moins un. Parce que si vous allez dans le dos d'un tank, comme je vous avais montré le weak point au début, puis vous tirez dessus, c'est là que vous allez pouvoir avoir des one-shots efficaces. Une fois que vous avez placé vos 5, ça peut être plus que 5, des fois ça peut... Je me suis rendu, je pense, le plus haut, c'est 9 units. 10 avec le tank, je pense. Une fois que c'est placé, tu peux faire deploy. Puis une fois que ton déploiement y est fait, ça ressemble à ceci. Ça, c'est la map du combat. Évidemment, elle monte un peu plus haut, là. Moi, je vois ce que je vois. Pour l'instant, toutes les lignes, c'est ce que mes personnages sont capables de voir par eux-mêmes sur la map en ce moment. Puis ça me les révèle donc. S'il y avait un autre soldat avec le scout ici, mais il était caché derrière la roche, je le vois pas. Je sais pas qui est là. Ça, c'est logique. Donc, quand tu vois la map, il y a plusieurs informations qui sont importantes. La première, c'est que tu as des badges en haut, puis ces badges-là représentent le nombre d'actions que tu peux prendre dans ton tour. Ton player phase, comme en ce moment, je peux jouer 7 actions avant que ce soit le tour de l'ennemi. Donc, je vais pouvoir cliquer sur 7 de ces pastilles-là pour faire mes activations de personnage avant que ce tank-là m'attaque. Tu peux prendre plusieurs fois de suite le même personnage. Il n'y a vraiment aucun problème à ça dans ce jeu-là. Par contre, reprendre plusieurs fois le personnage, comme c'est un peu un aspect réaliste, tu vas avoir moins de stamina, puis ta stamina est représentée par ton nombre de mouvements. Comme tu peux voir ici, ma ligne était pleine. Mais quand je vais le reprendre une deuxième fois, elle va être peut-être déjà le tiers ou le quart descendu. Une autre des mécaniques que je trouvais le fun, c'est que tu peux te crawler. Comme vous pouvez voir, je suis dans l'herbe en train de ramper. Puis ça monte ton évasion. Les ennemis sont pas capables de tirer quand tu es caché dans de l'herbe. Ça, c'est les weak points. Je vais juste reculer pour vous montrer la barre en haut que je trouve quand même assez importante. Dans ce jeu-là, une autre des mécaniques, c'est avant de tirer, tu peux savoir ce qui va se passer un peu. Donc, je sais que mon bazooka tire une balle de bazooka par tour. Je sais que versus les personnes, c'est pas top, mais que contre les armures, ça c'est bon. L'armure, évidemment, c'est les tanks et compagnie. Je sais aussi que si je vise son weak point, son réacteur, ça va me prendre juste un shot le tuer. Tu sais toujours, ça va te prendre combien d'activations
tuer la personne que t'es devant si tu réussis à toucher toutes tes balles. Évidemment, les personnages comme les Shock Troopers avec les mitraillettes qui vont tirer 20 balles, ça se peut que certains de leurs 20 balles qui les touchent pas. C'est pour ça qu'il y a un cercle autour. Dans le fond, cercle, c'est pour dire que mon missile, il aurait pu aller partout dans le cercle. Puis dépendant de ton accuracy, plus t'es proche, plus tu vas toucher. Vous voyez, ça fait boum! Ça, c'est l'effet comic book que je parlais un peu. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vous allez peut-être être débarqué du jeu, mais si vous aimez ça puis ça vous dérange pas, le jeu, les mécaniques sont vraiment, vraiment le fun. Puis je trouve que l'aspect comic book, justement, il vient... Si tu comprends qu'il y a l'aspect narratif du livre, puis tout, je trouve que ça rajoute. Tu sais, quand la mécanique fait partie de l'histoire, j'aime mieux ça. On dirait que c'est tout un rapport, que le graphique a un rapport aussi. T'as des utilities dans le jeu. Tu peux soit avoir des health packs pour certaines classes ou des grenades pour les classes plus offensives. Les grenades permettent évidemment de tuer one shot si tu permets de la lander l'autre bord d'un mur. T'as les sniper shots aussi qui permettent de tirer dans la tête si tu tires un coup directement dans la tête. Puis qui permettent de zoomer comme vous avez pu voir. Pour capturer un camp, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur votre souris quand vous êtes rendu à côté. Ça prend pas de tour de délai. Automatiquement, le camp il est capturé. Puis dès qu'il est capturé, vous pouvez commencer à utiliser certains de vos badges de map pour faire un redéploiement d'unités, apporter des renforts. Quand vos unités sont down, vous pouvez les envoyer à l'évacuation avec un medic. C'est aussi simple que ça. Il retourne à votre headquarter, il peut être réutilisé dans les autres combats. Un des units, je voulais vous montrer que je trouve qu'une mécanique qui est particulière, parce que pour en avoir joué beaucoup, c'est rare que j'avais vu ça, un looping mécanique autre que pour une grenade. Mais ça, c'est un grenadier. Tu peux tirer vraiment loin, tu peux tirer proche de toi, à très très loin de toi. Tu peux jouer ta caméra de haut en bas. Et tant que tu as un autre de tes units qui voit la personne sur qui tu veux tirer, ta grenadière a elle-même pas besoin de voir le unit pour l'atteindre. Ce qui fait qu'elle est vraiment forte à tirer des personnes cachées ou des gens qui seraient plus durs à atteindre. Comme dans ce scénario-là, c'était des Gatling Turrets qui m'empêchaient d'avancer sur un pont. Fait qu'elle a fait juste les détruire un à un, ce qui permettait d'avancer mes units sur le pont en étant en sécurité. Come on! Ici, c'est une des dernières choses que je vais vous montrer, c'est le Headquarter. Tu as 4 modes principaux dans le Headquarter. Un qui est de retourner au livre, un qui est de gérer ton armée, autant ceux qui sont déployés sur le field que ceux qui ne le sont pas. Ça permet aussi de changer l'équipement qu'ils vont apporter quand vous allez débloquer des nouvelles grenades, des nouveaux guns, puis vous savez, mettons que vous utilisez souvent Curtis, ben, vous pouvez changer le gun à Curtis pour un meilleur. Après ça, vous pouvez faire la même chose sur Affen. Affen, Affen, c'est le nom du tank. Son pilote, c'est Claude. Claude, tu peux aussi changer les pièces de son tank dès que tu as ses upgrades par la même bande. Tu as aussi la barre de level up qui ressemble à ça. La barre de level up, c'est ça, je disais par. T'as pas à leveler un perso, c'est l'idée de la classe d'un perso. C'est comme si tu avais les équipements nécessaires pour entraîner efficacement tes snipers maintenant ou efficacement tes grenadiers. Quand tu atteins le bout de la ligne, puis qu'il y a un petit symbole comme ça, c'est que ça va donner un nouveau skill à ton armée au complet. Si c'est un Battle Potential, c'est que ça va donner un nouveau skill directement aux Lancers et leur habilité à combattre sur le field. Si c'est un Order, l'ordre, c'est ta faculté à Claude à utiliser les badges, un peu comme pour le redéploiement puis pour activer une unité. Sauf que là, c'est pour donner un boost à tout le monde. Ça peut être un Evasion Boost, ça peut être un Defense Boost, HP Boost. Mais tout ça, tu les obtiens en évoluant certains fields de ta zone d'entraînement. Puis comme je dis, ce que j'aimais le plus, c'est que ça m'a permis d'essayer plusieurs personnes, puis plusieurs combos, puis d'essayer de voir qui aime vraiment qui, puis qui s'active bien leur boost, puis j'ai envie d'avoir leur boost que j'aurais pas pu faire si c'était à level up individuel. J'aurais été piégé un peu avec les persos que j'ai déjà utilisés, ou j'aurais été piégé à faire beaucoup de grinding pour me rattraper. Fait gros props. Un des derniers points que je voulais parler, c'est la science. Tu peux rentrer dans toutes les modes, tu as des attack support pour ton tank, tu as chacun de tes guns, où tu peux aller développer ce qu'ils font directement dans le jeu. Puis ça, c'est un upgrade direct. Pas après ça, aller acheter le gun parce que tu as fait la recherche ou à le crafter. Non. Tu mets l'upgrade et c'est le gun de base de toute ton armée qui l'a automatiquement. Puis ça, c'est même pour le tank. Le tank aussi a ses propres upgrades qui sont vraiment le fun à aller chercher parce que le tank, contrairement à certains personnages, les personnages, s'ils se battent avec un arme, tu peux changer l'arme ou la grenade, mais tu peux pas y équiper, mettons, 8 mitraillettes différentes dépendant des scénarios.
Par contre, le tank, tu peux y mettre vraiment beaucoup d'équipements différents tant que tu as de la place dans un grid de 4x4. Puis les boosts vont prendre des sizes différents dépendant de la force qu'ils ont. Fait que tu peux vraiment modder ton tank beaucoup plus que les autres units. C'est le fun. Ça fait une ambiance où ton tank, c'est ton leader, c'est ton unité le plus fort, mais sans être trop fort. C'est ça que je veux dire. Comme la courbe, elle reste vraiment bonne pour le jeu. Après ça, on a le jeu qui s'appelle The Wild 8. Les Wild 8, évidemment, c'est 8 choix de personnages dans un jeu de survival. Dans ce jeu-là, tu peux crafter, te battre et survivre, évidemment. Chacun de ces personnages-là te viennent avec un bonus différent qui, je vous conseille vraiment d'y aller avec votre style de jeu. Il n'y en a pas un que j'ai senti qui était vraiment plus fort que les autres ou qui avait un avantage sur les autres. C'est un jeu que je dis de crafting, mais pas de bâtiment tant que ça. Tu as 2 bâtiments principaux, qui est ton shelter et ton workstation. Les 2 stations, on peut à tout moment les ranger dans notre sac, parce que dans ce jeu-là, il va falloir se déplacer beaucoup. Et donc, ces stations-là sont pas permanents là. Vous pouvez, si vous avez besoin de votre workshop dans une mission d'aller super loin, ben vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, faut que je remplisse mon inventaire au max. » Non, non, non. Tu apportes ta workshop, quand tu en as besoin, tu la redéploies puis tu construis directement dedans. L'autre objet aussi s'appelle la Shelter. Puis la Shelter, elle, te permet d'évoluer directement ton personnage que tu as choisi au début. Puis chaque niveau que tu mets dans ta Shelter te permet d'aller chercher des nouveaux passifs dans le jeu directement. Ces points-là, comme vous pouvez voir que j'avais des points en Hunting, Mobility, Offense, Defense and Gathering, se prennent directement en faisant les actions. Donc, Hunting, c'est en chassant des animaux. Mobility, c'est en courant. Offense, c'est en donnant des coups avec vos armes. Defense, c'est en recevant des coups. Puis Gathering, c'est en ramassant des ressources. Une fois que vous montez de niveau, vous pouvez toujours retourner dans votre shelter, puis vous pouvez l'augmenter gratuitement juste en cliquant sur le perk. Très, très, très pratique. Aussi, dans le shelter, vous pouvez sleep. Pas une fonction que j'ai beaucoup utilisée. Ici, je vais vous montrer un peu la workstation. La workstation permet, comme la shelter, d'être évoluée plusieurs fois. Puis à chaque fois que vous l'évoluez, ça va vous donner accès à des différents objets, à des armures, à des sandales pour... Parce que les sandales, ce jeu-là, c'est votre movement speed et votre résistance au froid qui est augmentée parce que sinon vous avez les pieds directement dans la neige. Vous avez des armes à distance, des armes au corps à corps. Tout ça va être créé au travers de la workshop. Et comme je vous dis, vous traînez dans votre backpack. Donc, contrairement à beaucoup de jeux de survival où vous êtes toujours obligé de revenir à la ville constamment, dans celle-là, la ville est dans votre pack. Vous avez des bunkers que vous allez trouver, vous allez rendre fonctionnels et que vous êtes capable de link ensemble, mais globalement, ils ne sont pas des villes. C'est comme des points de ralliement entre les joueurs de votre serveur ou si vous voulez juste relaxer ou vous cacher d'un blizzard. Mais quand vous êtes en train d'explorer, vous êtes votre propre écosystème, votre propre ville. Les 2 ressources principales de Gathering, c'est de l'ore et du wood. Après ça, tout vient surtout des animaux et de ce qu'il faut vaincre pour ramasser. Quand on détruit un arbre et on détruit une grosse pierre, on a toujours un bonus de cette ressource-là d'un coup, comme pour fêter sa disparition. Habituellement, essayez de vous rendre à la fin d'un item, c'est vraiment payant de vous rendre jusqu'à la fin. Aussi, ce que j'aimais, c'est que les armes de combat sont aussi logiques. Donc, si tu te bats avec une hache de pompier, une hache de pompier, elle frappe super fort contre les animaux, mais elle frappe aussi vraiment bon pour ramasser du bois, parce que c'est une hache. Mais si tu utilises mettons une stone pick, qui est une massue avec des pics, ben ça, c'est une arme qui fait aussi vraiment mal sur des animaux, mais qui ramassera pas des arbres aussi efficacement. Puis, même chose, si tu te bats avec une faux, ben ça, c'est une arme qui va faire des dégâts, mais qui sera pas efficace sur un arbre, mais qui va être très efficace pour miner. Fait comme t'as l'aspect de combat où t'as certaines armes qui ont juste un petit bonus de dégâts, mais qui font rien comme bonus de gathering, puis d'autres qui ont des bonus de gathering, mais aucun autre bonus. Ici, ce que je vous montrais en background, c'était moi qui meurs de froid. Dans ce jeu-là, évidemment, comme il y a des blizzards de neige constamment, tu peux avoir ta barre de froid qui arrive à 0. Puis quand c'est le cas, tes HP commencent à descendre drastiquement jusqu'à ce que tu meurs comme moi parce que tu n'as pas le temps de revenir jusqu'à chez toi à temps. Il faut vraiment faire attention au froid dans ce jeu-là. Vous faire des campfires constamment, surtout s'il y a des blizzards. Comme là, vous pouvez voir, il n'y a pas de blizzard en ce moment. Ma barre de froid ne descend pas très très vite pendant que je me bats avec le loup. Par contre, si on était dans une grosse tempête de nuit, probablement vous verriez ces chiffres-là descendre beaucoup plus vite.
C'est important, comme je disais, de détruire les loups, détruire les sangliers, même si ils sont forts, même si au début ils vont sûrement vous tuer une couple de fois, parce que ça vous level directement vos stats, ça augmente vos offense points et defense points. Puis aussi que ce que les animaux drop, c'est toujours ce qui est nécessaire à upgrader plus haut ton équipement personnel. Pour suivre, on a Iris and the Giant. Iris and the Giant est un jeu d'ambiance et de cartes stratégiques. Comme vous pouvez l'entendre, le voix de la narration est quand même assez faible, très calme. Le piano en arrière est très relaxant. Le jeu est beaucoup dans les émotions tristes, un peu plus négatives, dans l'ambiance lente et lourde. Par contre, très bien fait. C'est rare que dans un jeu de cartes comme celui-ci, on peut avoir une ambiance narrative claire, le point de vue de la personne, autant sur comment un indie game pourrait avoir un angle narratif, même si ce n'est pas un jeu de narration. Parce que dans un jeu stratégique comme ça, on s'entend, tu passes quand même la majorité de ton temps à cliquer sur les cartes que tu veux faire. Et chacune de ces cartes-là ont une habilité différente. Fait que tu penses beaucoup... En fait, 90% de ton temps de jeu, c'est de penser à quelle carte tu vas utiliser pour quelle raison. Donc, ce petit moment libérateur-là que le jeu te donne dans son ambiance, dans la musique, dans ces petits moments de story où vous allez entendre le narrateur nous revenir avec son expérience, ça fait du bien. Moi, ça m'a permis dans ces 3-4 heures-là que j'ai joué de pas m'épuiser. Ça venait comme me revigorer, me redonner de l'énergie. Comment je vais en savoir plus? C'est quoi la prochaine Memory Fragment? C'est quoi que je vais savoir dans la suite? Aussi, une autre mécanique que je trouvais le fun dans ce jeu-là, qu'il n'y a pas dans ces jeux-là d'habitude, c'est le deck out et level up. Le premier est le level up par monster kill. Comme vous pouvez voir, ma mission n'était pas terminée quand j'ai level up. J'ai juste tué un nombre de monstres qui m'étaient requis. Et comme c'est accompli, je peux choisir un nouveau boost. Ça peut être un boost où quand j'utilise un type de carte, ça me heal. Ça peut être un boost à ma vie. Ça peut être un boost à mes chests vont être plus payants. N'importe quoi. Ça peut être très, très, très varié comme boost. Mais aussi que, vu qu'il y a un deck out, c'est pour ça que quand tu level, il te propose un chess option. Parce que dans les chests, c'est là que tu vas aller chercher tes cartes d'attaque. Parce que si tu découtes et que tu n'as aucune façon de récupérer tes cartes, ça serait plate comme jeu. Mais là, tu dois toujours penser à... Là, j'ai envie de cette carte-là, mais mettons, cette carte-là est vraiment forte, mais il me donne pas beaucoup de copies. Ou je prends cette carte faible-là, mais elle a beaucoup de copies parce que j'ai peur de découte. Est-ce que je vais finir la mission à temps ou pas à temps? Puis cette mécanique-là vient rajouter un peu le stress et l'anxiété qui va parfaitement avec l'ambiance du jeu. L'ambiance où t'es Iris qui est en train de traverser le Styx of Demon pour essayer de comprendre ses propres émotions négatives qu'elle doit comprendre pour traverser la mort, entre autres. Il y a un autre point que j'avais trouvé super le fun dans le jeu, qui est qu'il y a des choses cachées. Comme vous pouvez voir dans l'ombre ici, ça s'appelle un Memory Fragment. Puis les Memory Fragments, eux autres, ont la particularité que quand t'es pognes, t'as une mini-cinématique. Puis qu'à la fin d'une série de jeux complets, tu peux investir ces memories-là dans un arbre de talent, que je vais vous montrer un peu plus tard. Ça, c'est le coffre. Chaque fois que tu ouvres un coffre intact, tu peux choisir 2 paquets de cartes et un coffre à moitié brisé, 1 paquet de cartes. Ici, on peut voir, l'épée va me donner 6 copies. Mais si je choisis Fire ou Dagger, j'ai 2 copies ou 3 copies. Fire, entre autres, permet d'attaquer 3 opponents dans une line. C'est super fort. Probablement que ça peut équivaloir à 3 cartes d'épée. Mais, dans certaines situations, si tu es trop proche du deck out, tu veux des épées, ou si tu es allé chercher des perks que tu veux jouer plus de cartes dans le même tour, c'est toujours ça que tu as à penser que je trouvais le fun. Sauf que dans celle-là, tu peux pas te faire un deck optimal. Si ça donne que, je sais pas, tu avais 8 cartes sword dans ton deck, tu commences la map, puis t'en as 8 dans ta main, mais il faut que tu joues les 8, puis après ça, t'en auras plus. Fait que là, il faut déjà tu penses à retourner en chercher. Si vous aimez ce genre de réflexion-là, le jeu est définitivement pour vous. Aussi, si vous aimez juste avoir un indie game relaxant, que vous êtes capable de jouer des séances de 10 minutes et moins de temps à autre, ce jeu-là, il est aussi pour vous. Moi, il était très divertissant pour moi. Ce que je voulais montrer, c'est que dans la roche, vous voyez qu'il y a un petit triangle. C'est que si tu libères le triangle, c'est un portail.
Donc, comme je faisais au travers de ces memory fragments-là, qui sont des petits moments de relaxation d'ambiance, vous pouvez comprendre au travers quoi Iris est passée, puis c'est quoi ses propres démons, ça vient d'où les problèmes qu'elle a vécu. Puis je trouve ça juste rafraîchissant aussi, un jeu de cartes 100%, pas downer, parce que personnellement, moi, je me sentais pas triste, mais j'étais pris dans l'ambiance, j'étais vraiment dedans, là. Puis aussi, le triangle que je vais montrer, ça s'appelle un challenge room. C'est un concept qui existe dans certains autres jeux de puzzle, mais que je trouve bien qu'il a mis dans celle-là. Ça te permet de tester les cartes dans des situations préconçues. Puis le but, c'est d'éliminer tous les ennemis en un tour avec les cartes que tu as. Évidemment, quand tu es réussi, ces puzzle rooms-là, ça te donne accès à des trésors très bons, dans le fond, qui vont donner des cartes peut-être plus rares ou des perks plus rares. Par contre, tu n'es pas obligé de les faire et sont quand même assez difficiles à trouver de prime abord. C'est ça que je trouvais bien parce qu'un jeu où le but, c'est quand même de la stratégie de combat de cartes, j'ai pas nécessairement envie de ne faire que du puzzle. Si j'avais été forcé à faire ces challenges-là, probablement qu'ils m'auraient dérangé, mais là, tu as la possibilité de ne pas les faire tout le temps. Parce que dans le fond, tu n'as pas à les prendre, ces puzzles-là. J'aurais pu juste finir la mission en prenant les marches. Dans le fond, le but, c'est toujours de prendre les marches. Donc, c'est un choix, c'est pas une obligation. Puis j'aime ça que c'est un choix qui peut te donner un boost, mais si tu l'échoues, ça te donne rien. Fait que globalement, dans beaucoup de scénarios, c'est juste là pour un relief. Juste changer les idées puis faire d'autres choses. Puis aussi t'améliorer dans tes combos puis dans ta compréhension des cartes. Ça, je trouvais que c'était un gros plus au jeu. Un bon coup de sa part. Pour terminer, c'est ça que je parlais. Dans ma run que je vous ai montré, j'avais pogné 4 fragments. Avec ces fragments-là, tu peux les placer sur des perks individuels qui vont venir changer ton expérience du jeu. Comme ça, mettons, ça permet de faire apparaître un nouveau style de carte dans des coffres. Celle-là, ça pourrait me faire apparaître un Hourglass Demon. Puis ainsi de suite. Puis dépendant des perks que tu vas chercher, ça va faciliter ton expérience du jeu parce que dans Iris and the Giant, c'est tough réussir du premier coup. Pour suivre, le jeu s'appelle Lovecraft Untold Stories. Lovecraft Untold, évidemment, est basé sur L.P. Lovecraft et ses histoires de Cthulhu. Le jeu est un jeu de Detective Room. Au début, tu peux choisir des personnages. Par contre, tu commences qu'avec les détectives et tu as l'air de devoir les débloquer avec ce que tu fais dans le jeu. Entre autres, moi, j'ai débloqué le professeur en faisant un... Je l'ai trouvé dans une room, j'ai eu à faire certains challenges, puis après ça, si je me refais un scénario, là, je peux jouer le professeur. Comme vous pouvez voir, il y a des mobs à tuer, c'est quand même un jeu d'action et de recherche, room par room. Ça veut dire que vous allez toujours avoir la map en haut, puis le but, c'est vraiment d'aller dans presque toutes les pièces pour trouver tous les indices, pour trouver les clés, pour ouvrir la porte du boss, tuer le boss et aller à l'autre chapitre. Ce que je trouvais le fun et différent de ce jeu-là, contrairement à beaucoup d'autres jeux qui existent dans ce style-là, c'est le concept que L.P. Lovecraft vient avec, c'est l'insanity. C'est le concept qu'un humain, il y a un maximum de ce qu'il peut tolérer avant de devenir complètement fou. Et ce jeu-là le représente par certains choix que tu vas prendre, qui va venir nuire directement à ta sanité mentale. Puis quand t'es rendu trop fou, il prend son shotgun de combat, puis il s'explose la tête avec, et fin du scénario, t'as perdu. Donc, tu peux perdre par tes HP, mais tu peux aussi perdre par tes décisions personnelles. Puis ça, je trouve ça le fun quand même. Ça fait une autre narrative un peu à la Donjon Dragon où faut que tu fasses attention à tes choix. Tu sais, c'est pas juste j'avance d'une pièce à l'autre tout le temps, puis j'ouvre tous les coffres, puis c'est tout. Là. Faut vraiment que tu lis certaines affaires, que tu fasses un peu attention de temps en temps, puis que tu regardes. Puis ça, je trouvais ça le fun. Sinon, le niveau d'healing, je le trouvais quand même assez bien. Par contre, il y a certaines salles où je trouvais qu'il y avait juste trop d'ennemis versus d'autres salles où il y avait juste 0 ennemis. Je trouvais que la balance entre certaines rooms aurait pu être mieux faite, mais globalement, le jeu, il est le fun. Il est le fun parce que, vu que tu dois réfléchir à... Aussi, tu sais, comme mon personnage, c'est un détective. Fait que j'essayais de me dire, quand j'ouvrais des trucs, d'essayer d'aller toujours plus loin. Mais je pense que je suis mort 7 fois d'Insanity, puis je suis mort juste une fois de mes dégâts physiques. Il y a aussi la mécanique, comme je disais, que quand tu trouves un objet, tu vas toujours avoir des choix de réponse. Puis dépendant des choix de réponse que tu as, tu vas avoir un effet différent. Certains choix de réponse peuvent te healer, guérir tes maladies mentales. Certains peuvent te blesser et blesser ta sanité mentale. Ça, c'est quand même très le fun. Puis ici, je voulais vous montrer un boss. Enfin, ça, c'est le premier boss que vous allez croiser dans le jeu, qui s'appelle le Star Spawn. Habituellement, les boss ont toujours une petite mécanique comme ça à laquelle vous allez devoir vous habituer pour le battre. Habituellement, c'est
C'est pas trop compliqué. J'en ai pas eu encore qui m'ont vraiment... qu'il a fallu que j'aille voir online, mettons, pour avoir la réponse. C'était tout assez instinctif. Mais, comme le jeu m'a tué quelques fois, t'as quand même le sentiment de fierté de réussir les chapitres, ce que des fois t'as pas quand le jeu est un peu trop bonbon. Une fois que j'ai battu le boss, vous avez vu qu'il y a un portail qui est ouvert. Je vais me rediriger vers ce portail-là aussi une fois que je vais avoir cliqué OK. Dans le fond, le portail, c'est les fins de scénario. À chaque fois que vous arrivez à ce portail-là, ça vous téléporte un peu dans votre base, dans votre temple à vous. Puis en échange de téléporter là, dans le fond, vous passez dans l'autre chapitre automatiquement. Fait que vous ne pouvez pas retourner à votre base entre les chapitres. Vous pouvez juste y aller à la fin d'un chapitre. Par contre, à la fin d'un chapitre, vous allez pouvoir ranger votre stock d'inventaire que vous voulez plus traîner sur vous dans des coffres. Vous allez pouvoir aller voir votre campagne et vous êtes rendu à combien d'informations sur tous les cultes. Puis aussi, comme vous pouvez voir, mon shotgun a augmenté. Au début, j'avais un shotgun à 2 balles. Maintenant, j'ai un shotgun à 6 balles. Il y a d'autres armes comme ça que vous allez commencer à trouver dans le jeu. Là, c'est pas juste vous avez un gun à 2 balles puis c'est ça tout le long avec la détective. C'est quand même un jeu d'action. Ils ont respecté ça avec l'équipement que vous trouvez et tout. Puis ça, c'est ce que je parlais par la campagne, le pourcentage campaign. À ce moment, j'avais presque 0 dans tout, retrouvé rien de personne. Puis ça, c'est tous les objets que tu as identifiés, que tu as déjà trouvé une fois, puis les objets que tu n'as pas trouvés. Puis après ça, vous voyez la toile d'araignée? J'avais eu envie de cliquer dessus, j'ai eu envie de l'examiner. Puis là, ils m'ont dit que c'était moi. Fait que je me suis suicidé, tu sais. Et voilà, et c'est comme ça qu'on peut mourir, tout simplement. On enchaîne donc avec le prochain jeu qui va être Outward. Donc Outward est particulier parce que c'est un RPG, mais contrairement à toute, ou du moins la perspective que j'ai de presque tous les autres RPG, tu n'es pas un héros. Tu commences et tu n'es personne. Mais pas juste personne avec un gros destin. Non, t'es personne. Puis tout le long, tu vas être personne. Puis ça vient avec des mécaniques très particulières. Puis c'est un jeu que je conseille à toute fan de jeux hardcore. Par contre, c'est un jeu qui est très demandant, qui demande que vous mettiez beaucoup d'heures à comprendre les choses. Le jeu vous explique rien par lui-même. Rien du tout par lui-même. Comme vous pouvez voir au début, tu te réveilles sur le bord de l'eau et tu ne sais rien. T'as pas de quest, t'as pas d'indicateur de quest, tu fais juste te promener. Tu peux ramasser du bois, tu peux ramasser de la roche, tu peux crafter, tu peux... Mais t'as une liste de crafting de base qui est, mettons, 8 recettes, mais toutes les autres recettes du jeu, et Dieu sait qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, tu dois les découvrir par toi-même. Au début, comme je craft un Primitive Club, qui est la première arme que tu peux te crafter quand t'es un noob, mais ça prend juste du bois. Et là, après ça, tu te rends compte avec le jeu que si tu prends une arme, mettons, à une main, puis que tu y mets des fangs, des crocs de prédateurs, puis tu y mets du linen cloth pour attacher ces crocs-là sur ton arme, puis là, t'es rendu avec un arme avec des crocs de... je sais pas, de hyène, ben c'est plus fort que juste un bâton, parce que t'es rendu avec un bâton avec des pics dessus. Mais tout ça, c'est pas instinctif, le jeu va pas nécessairement te le dire. Par contre, le jeu existe depuis un bout. Donc, contrairement à quand il venait de sortir, si le jeu vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie de faire l'exploration de recettes par vous-même, il y a beaucoup de guides online qui vont vous guider au travers qu'est-ce que vous devez faire, comment crafter, comment avoir une game plus facile, puis enlever un peu le phénomène hardcore de ce jeu-là, puis rendre un peu plus accessible. Par contre, si vous voulez pas aller vous informer, le jeu, très tough. On peut aussi ramasser, comme vous pouvez voir, des berries. Tu peux cuisiner dans ce jeu-là. Tu peux dormir. Dormir va te faire guérir. Tu peux pêcher. Puis guérir de tout, hein, parce que dans le jeu, tu peux pogner des maladies. Si t'as trop froid, tu peux pogner le rhume. Si t'as le rhume, ben, t'as moins de stam, t'es moins endurant. Tout ça, c'est calculé. Par contre, le combat, il est très le fun. Moi, de ce que j'ai vu, je me suis pas rendu très... J'ai joué peut-être 2 heures. Les mobs frappent assez fort. Faut être sur le bloc. C'est quand même réaliste. Tu peux pas juste comme peser sur attaque, puis détruire tout le monde. 3-4 coups bien placés d'un mob, ça peut suffire pour te tuer. Puis aussi, dans le réalisme du jeu, vous voyez que j'ai un backpack dans mon dos. Ben, ce backpack-là, il est lourd. Puis si je le full trop, je vais marcher plus lentement. Puis aussi, juste son existence m'empêche de faire des roulades efficacement au début. Parce que rouler avec un sac à dos qui a pour 50 livres dedans, tu roules pas comme si tu n'avais pas sous le dos. Puis ça, c'est logique, puis j'aimais ça. Une autre chose qui fait aussi que t'es pas un héros, ben,
t'as pas la connaissance géographique absolue et donc t'as pas de map interactive. Dans chaque ville, tu vas avoir une mini-map de la ville qui ressemble à celle-ci, qui est la map de Cierzo, la ville dans laquelle je suis. Par contre, ils vont jamais dire t'es où dans la map. Donc, si tu l'ouvres pis tu sais même pas t'es où, ça va pas t'aider. Mais si tu l'ouvres pis t'es à côté, je sais pas, de l'alchimiste ici, mais là tu le sais qu'à côté de l'alchimiste, c'est la maison. Pis c'est comme ça que tu te repères. Il faut vraiment que tu te repères en ayant des points clés ou en prenant des notes visuelles ou physiques. Tu peux créer évidemment des travel rations, des campfires. Campfire, ça peut t'aider pour partir des camps d'alchimie, aussi pour partir des cooking stations, ou juste pour te réchauffer si t'es dans une zone qui fait trop froid. Ici, en alchimie, je vous montrais qu'avec de l'huile et de l'eau, tu étais capable de faire des warm potions, entre autres, très, très simplement. Puis ça, c'est une hyène. C'est les monstres que je disais pour obtenir le rang 2. Là. Le premier item que vous pouvez faire dans le jeu pour être plus fort, c'est en tuant ces monstres-là. Vous ramassez des crocs et des griffes qu'ils ont sur eux. Puis après ça, vous êtes capable de le modifier avec votre arme. Pour une arme à 2 mains, ça prend 2 crocs. Pour une arme à 1 main, ça prend 1 croc. C'est quand même assez simple. Back! C'est le fun que les différents types d'armes aussi viennent avec différentes motions d'attaque. C'est pas juste comme 2 mains font toujours un swing, puis une main donne toujours un coup. Dépendant, mettons, masse va swinger moins vite, mais faire plus d'impact. Épée, ça va te balance. Puis H va frapper plus vite, mais avoir moins d'impact, mais plus de dégâts. C'est toujours de voir ce que tu veux vraiment comme bulle ou ce qui fit le mieux avec ton timing. Aussi, ce qui est le fun, c'est comme le jeu, t'as la nuit et le jour et que t'as aucune aide du monde, ben la nuit, si t'essaies de retrouver ta ville, c'est vraiment tough de retrouver ta ville. Puis aussi que tu vas peut-être pas voir les mobs avant qu'il soit trop tard. T'sais, ça se peut que les mobs te sautent dessus directement. Puis là, t'es comme « Oh! » Ça, c'est ma lance niveau 2. Je voulais juste vous la montrer. Elle est quand même belle. Une petite hallebarde avec des crocs, puis une petite luminescence. Globalement, je trouvais un des plus gros points faibles du jeu, c'est le character creation design. Si vous aimez mettre vraiment l'emphase sur avoir un character qui vous ressemble ou qui ressemble à ce que vous aimeriez comme représenter dans cet univers-là, c'est très difficile. Les choix sont très limités, donc je conseille de pas porter beaucoup d'attention là-dessus. Par contre, le gear, il est beau. Plus vous allez monter, plus vous allez trouver du gear rare. L'équipement est nice, elle look bien dans le jeu, elle fit avec le décor, mais le personnage lui-même, point faible. On suit donc avec un jeu qui s'appelle Train Station Renovation. Comme le nom l'indique, le but du jeu, c'est de rénover des zones de train qui seraient complètement dépourvues et laissées à leur compte. Donc, on commence toujours en mettant une poubelle. Et un des buts du jeu, c'est de ramasser tous les déchets autour, selon 4 types de déchets, plastique, déchets normaux, carton ou métal. Et une fois qu'on a ces sacs-là, de les apporter dans les poubelles. Les poubelles est la façon de nous faire de l'argent dans le jeu au début. On peut, entre autres, ici on ne voit pas comprendre comment ça marche sur un banc, avant d'aller ramasser enfin les canettes. Puis quand on a atteint 100% de ce qu'on peut traîner sur nous, comme on peut voir les pourcentages monter, ça devient un sac. Le sac, on le met dans la poubelle et ça nous donne de l'argent. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir acheter des objets pour rénover la train station. Donc, entre autres, si je détruis le banc qu'on avait vu tout pourri tantôt à côté, bien, je vais être capable de le remplacer par un nouveau type de banc qui va me coûter de l'argent. Puis ainsi, rénover la place toujours plus selon les critères d'un peu le tableau dans lequel tu es. C'est un jeu dans lequel chaque train station, c'est un tableau, puis ils ont tout un peu leur objectif personnel. Donc, si tu rentres dans la cuisine de certaines train stations, il va te dire quel type d'item il veut, mais il va pas t'en forcer un. Il va te dire, mettons, je veux 3 bancs. Il va pas te dire, je veux 3 bancs de bois en cherry oak. C'était quand même beaucoup de personnalisation possible. Ici, c'est moi qui comprenais pas que je pouvais pas le faire popper tant que j'étais dedans. L'autre type de poubelle, elle s'appelle la mix. Mix, c'est juste pour les sacs noirs et les objets qui ne peuvent pas se mettre dans des... qui rentrent juste pas, en fait, dans la poubelle séparée. Ça aussi, ça arrive. Une fois que c'est fait, tu mets les sacs là. Contrairement à l'autre poubelle, cette poubelle-là te donne pas d'argent lorsque tu mets des sacs dedans. Puis en plus de ça, la vider te coûte de l'argent. Ça, c'est la barre d'outils dans le jeu Train Station. C'est tous les outils que tu utilises au travers le jeu. Tu peux utiliser la peinture pour changer la couleur des murs, l'éponge pour effacer des graffitis, le broom pour enlever la saleté à terre et les toiles d'araignée au plafond, entre autres, le wrench pour réparer des choses, sandpaper, c'est pour enlever la rouille, la hache, c'est pour couper des choses, la crowbar, c'est pour
enlever les choses comme le banc tout pourri. La trowel, je ne l'ai pas encore utilisé, je crois, mais ça doit être pour... Ah oui, c'est pour le plâtre, c'est pour réparer du plâtre. Et le brush, qui est aussi un outil de peinture. Comme on va voir ici, nettoyer, tout simple. Faut juste passer. C'est un jeu qui est assez relaxant, hein? C'est du designing avec un peu de mini-game au travers les tâches de rénovation, là. Ici, je vais vous montrer votre tablette parce que l'achat se fait au travers d'une petite tablette ainsi. Il y a les catégories. Dans le fond, quand la salle va vous demander quelque chose, elle vous demande juste la catégorie et vous décidez qu'est-ce que vous prenez dans cette catégorie-là. Par contre, plus que l'objet il vaut cher et qu'il est beau, plus que ça va augmenter votre progress. Puis, à chaque fois que vous débloquez une étoile, ça va vous donner une nouvelle récompense. Ça peut être de l'argent, ça peut être un nouvel objet, nouvelle fonction sur un de vos outils, etc. Puis vous pouvez vraiment placer comme vous voulez, vous pouvez rotate les objets. Par contre, un point faible du jeu, je trouvais que placer des objets, c'était pas naturel. Il faisait pas l'auto-lock comme de la hauteur. Je sais pas si vous... Mais tu sais, comme... Ça, c'est sur des barreaux. Ben, les barreaux, ils rentraient dans le sol. Fait que là, c'est rouge. Puis là, mettons, tu veux le coller sur le mur. Ben là, il va rentrer dans le mur au lieu de juste s'arrêter dessus. Ça, il aurait pu l'améliorer juste un peu. Le reste, c'est quand même assez bien. C'est ce qui conclut Train Station. J'avais pas grand d'autres choses à vous montrer parce que ce serait juste vous montrer mes propres designs. Le jeu, il est très très simple à comprendre. C'est, tu fais le ménage d'une place, tu la rends vraiment plus belle. Plus que tu la rends belle et efficace, plus tu te refais donner de l'argent. Donc, plus tu peux améliorer d'autres places que tu unlock et ainsi de suite, sans fin, dans une simulation de design. C'est un peu... Si vous aimiez de Sim, c'était de faire les maisons, ben vous allez adorer Train Station. Si vous aimez un peu l'aspect de minigame, de devoir nettoyer les choses, comme vous avez pu voir avec le graffiti, ben c'est pour vous. Par contre, le jeu, vous n'avez pas, mettons, de course contre la montre. Vous n'avez pas de challenge. Il n'y a pas de catastrophe naturelle qui va venir gâcher ce que vous avez fait. Fait que si vous voulez un jeu qui est contre vous, ce jeu-là ne sera pas pour vous. Mais si vous voulez une simulation de design, c'est très bien fait, là. Très le fun, beaucoup d'options, beaucoup de choix. Donc, on suivait avec un jeu qui s'appelle Trine 4. Trine 4, c'est un platformer RPG. Donc, c'est un jeu de plateforme un peu comme on avait l'habitude avec les Mario dans le temps ou tous les jeux qui ont décalé de ce magnifique jeu. Par contre, tu as 3 personnages. Le premier est le magicien. Comme vous avez pu voir, il peut faire léviter des choses en cliquant sur les objets. On peut donc les déplacer, soit vers le haut, soit vers le côté, et les laisser tomber où qu'on veut. Entre autres, on peut faire la rotation de planches de bois pour se créer des bridges, qui nous permet de monter d'une place à l'autre. Le magicien est le personnage des 3 qui permet surtout au déplacement. Il n'y a pas de capacité offensive, même si dans ce platformer-là, il y a une partie combat. La partie combat est toujours moins importante que la partie puzzle. C'est entre autres un platformer de puzzle. Il y a moins à avoir le bon timing et mettons, savoir qu'il faut sauter sur tel pixel, ce qu'on avait dans les anciens platformers. C'est vraiment plus une série de puzzles constants. Comme ici, tout simplement, il te montre que le mage, il peut créer une boîte. Ben, le puzzle, c'est de créer une boîte pour te permettre de sauter par-dessus et de sauter de l'autre bord. Et ces puzzles-là se complexifient au travers le jeu et au travers que tu ramasses ces gouttelettes de couleurs un peu partout. Ces gouttelettes-là permettent d'évoluer tes personnages directement. C'est un peu l'aspect RPG que je parlais. Le deuxième perso peut donner des coups d'épée, rouler sur des barils, step down pour détruire des choses comme ça. Il peut aussi reflect avec son shield. C'est évidemment le personnage un peu plus offensif des 3. Surtout lui qui sert à se battre. Il sert entre autres à faire réfléchir la lumière de façon à aller obtenir des objets qui seraient cachés par... J'appelle ça des objets des darkness, là, qui résistent pas à la lumière. Évidemment, de ces petits cristaux-là, vous allez en ramasser vraiment beaucoup par manche, puis c'est parce que chaque point, ça doit coûter 80, 100 cristaux chaque, donc vous en avez beaucoup, là, ça fait penser un peu à Sonic the Hedgehog dans son ramassage de coins, là. C'est quelque chose que vous allez beaucoup dans le jeu, qui me fait aussi penser à Rayman, le concept de platformer avec un peu de puzzle puis des boss. Ça, entre autres, c'est le premier boss du jeu. Le but, il est simple, puis je voulais juste vous le montrer parce que il y a 3 petites mécaniques toutes pas compliquées. Dans le fond, la première, c'était de faire rebound pour y mettre la lumière dessus. Puis la dernière de ces mécaniques à lui, c'est encore un rebound. Puis vous voyez, mais là, il fallait faire tomber
le truc, après ça, il fallait aller de l'autre bord, faire monter le petit pillar ici pour faire apparaître la lumière. Donc c'est toujours les mêmes puzzles que vous aviez vus, mais une coche plus tough. Puis vous allez même voir ça dans vos combats, tu sais, c'est de vous souvenir quel élément du puzzle vous venez de comprendre dans votre combat parce qu'il était encore appliqué, mais juste plus difficile. Ça devient un... Moi, je trouvais que c'était un action game autant qu'un puzzle game à la fin. Plus j'avançais, au début, c'est sûr qu'il y a plus de puzzles que d'ennemis. À la fin, il y a quand même plus d'ennemis, mais t'as jamais l'impression que ce n'est plus un puzzle game. Ça reste un platformer. Ça reste le fun et divertissant. L'archère, moi, ce que j'aimais le plus, c'est le personnage que j'aimais le plus, parce qu'elle peut se balancer, entre autres, comme vous avez pu voir, elle tire des flèches, elle peut tirer sur des objets pour libérer des nouveaux endroits. Je trouvais ça complètement fou. Puis aussi, elle peut créer des bridges. Puis là, évidemment, vous me voyez traverser un personnage à la fois, puis c'est les tutoriels de ces personnages-là, mais le jeu finit avec... Ben, le jeu finit. Du moment que tu as fini le tutoriel, tu as accès aux 3 personnages en permanence et les puzzles deviennent intéressants à ce moment-là parce que tu dois souvent utiliser les 3 en même temps ou 2 de ces 3-là pour trouver des solutions. Puis souvent, comme les 3 existent, tu vas avoir certains puzzles qui ont plus qu'une seule réponse parce que, mettons, il y a 2 des personnages qui peuvent le réussir et non qu'un seul. Donc, très bien réussi, un jeu puzzle à multi-chemin avec un aspect RPG, l'aspect RPG dans lequel tu peux leveler les skills directement, comme entre autres mon mage, c'est le premier que j'avais évolué dans ma game. J'avais pris un talent qui permettait, tu sais, sa box qui fait apparaître, mais c'est smash de box, ça s'appelle, puis c'est juste, j'appuie sur contrôle, puis il fait tomber la box sur la tête d'un ennemi comme plusieurs fois, bang, 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 bang. Mais ces skills-là sont le fun, ils viennent vraiment changer un peu la mécanique puzzle, puis dépendant de ceux que tu vas te chercher, ça va te donner accès à des zones différentes ou à des puzzles différents. Puis ça, très bien réussi. C'est rare, habituellement, je trouve qu'il y a un aspect RPG fort dans un puzzle. Puis là, je l'ai vécu. Je sentais que les personnages étaient différents, vraiment une utilité complexe à eux-mêmes. Pas juste t'as 3 personnages parce que t'as 3 personnages. T'sais. Valfaris, c'est un autre platformer dans un style complètement différent. Comme celle-là, il n'y a pas zéro puzzle, c'est complètement un action platformer. Le but, c'est de tuer le plus d'ennemis en restant en vie. Sur une run que j'ai peut-être joué 2 heures, je pense que je suis mort 27 fois. C'est peut-être, tu sais, je sais que je suis pas nécessairement le joueur type des platformers 2D, mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun parce que le jeu, il se vend comme étant un demon gore qui va se battre contre des hordes de gens. Et je débloquais une nouvelle pièce d'équipement peut-être à chaque 6 minutes de jeu. Puis dans tes 3 types. Parce que t'as un gun, t'as un épée, puis t'as un special gun. Mais les 3, j'ai eu un upgrade en peut-être 30 minutes de jeu. J'avais déjà un upgrade sur mes 3 différents. Puis aussi que le jeu t'offre 2 types de boss différents. Ça, c'est le premier type de boss. C'est les room boss. C'est où la salle elle-même est un boss, puis il va te faire spawner beaucoup d'ennemis, un après les autres, puis il faut tout t'es dessus sans mourir. Puis tant que tu les as pas toutes tués, t'es pris dans la salle. Tu peux pas t'en aller de cette salle-là. Évidemment, comme on veut voir le cœur qui bat, que tu nourris de, c'est pour t'healer. Puis ça, c'est vraiment le boss. C'est le premier vrai boss que tu bats dans le jeu. Je trouve ça le fun de vous montrer la différence, que t'as le boss classique, les boss à la Mega Man, ou qu'il y a le boss a sa mécanique à lui que tu dois comprendre. Il va sûrement te tuer 2-3 fois le temps d'avoir compris toutes ses particularités. Puis une fois que c'est fait, ben là tu es capable de le battre enfin. Si vous aimez les jeux de grind, parce que c'est le genre de jeu qu'il faut de la pratique. C'est rare que vous allez passer un tableau de A à Z sans être mort une fois. Fait que si vous aimez pas ça, que le jeu soit hardcore, je pense pas que le jeu y est pour vous. Évidemment, si vous aimez pas le gore, l'ambiance démoniaque, ce sera pas pour vous. Mais si vous aimez la musique heavy metal, le gore, les couleurs un peu comme sur la toxicité, là, le brun mauvish avec de la boucane verte, puis cette ambiance-là que moi personnellement, elle me plaît bien. Le jeu, vous allez avoir vraiment du fun avec parce que ce que je vous dis, le platformer d'action, il est réussi. Si tu veux avoir un jeu où tu sautes, tu tires, t'attaques non-stop, j'attaque, tu défends non-stop. T'as jamais à arrêter pour te dire est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou à droite. Non. T'as juste à tuer tous les démons qui come in your way puis devenir de plus en plus fort. Ici, je voulais juste vous montrer entre autres, c'est quand tu détruis ces petits cercles-là, tu trouves un objet, comme là j'avais trouvé le Hellhammer, qui est un shotgun entre autres. Les Blood Metal, c'est ce qui permet d'évoluer tes armes.
parce qu'au travers de toutes les armes que tu pognes, tu peux les upgrade individuellement. Le dernier jeu de la liste s'appelle Werewolf Heart of the Forest. Werewolf Heart of the Forest est un jeu 100% narratif. Il n'y a aucune cinématique, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a des changements d'image, il y a beaucoup de lecture à faire. Si vous aimez les jeux comme World of Darkness, Vampire la Mascarade, Donjon Dragon, ce jeu-là, il est vraiment le fun. Moi, j'ai fait la game, je l'ai parti, je l'ai fini, au complet d'une traite sans prendre de pause. Au début, ce que je vous montre, c'est la création de personnages, que selon les choix, ça va te donner tes stats. Ça, c'est quand même plaisant. Parce que tu finis par avoir des choix de lecture que tu as envie de voir selon tes choix aussi. Je sais pas si c'est clair, mais ça, c'est la fiche de personnage. Vous allez pouvoir toujours voir le nom de votre perso, l'âge de votre perso, sa profession, nationalité. Vous pouvez voir aussi ses talents. Ces talents-là vont augmenter selon tous les choix que vous allez prendre au travers le jeu. Puis ici, vous allez pouvoir voir les conditions, vos quests un peu, ce que vous allez devoir réussir. Le jeu, il est vraiment simple, il est pour tout le monde. Du moment que vous êtes capable de lire une phrase, le jeu, il est pour vous. Le jeu, il est fait pour que certaines situations se retournent contre vous, d'autres semblent pour vous, mais qui soient très dire, d'autres qui soient vraiment simples, d'autres de relaxation. C'est de vous faire vivre une histoire complète de A à Z dans laquelle vous suivez le personnage, sa vie, ses problèmes, ses challenges, puis au travers de tout ce texte-là. Je finissais en vous montrant sa transformation en loup, parce qu'évidemment, un jeu de werewolf serait plate s'il n'y avait pas de werewolf. Donc évidemment, très rapidement, à peu près au milieu du jeu, tu deviens enfin tes formes werewolf, ce qui te donne une nouvelle fiche statistique, des nouvelles stats, la possibilité de tuer du monde dans la narrative. Ça rajoutait juste un autre... On dirait qu'à chaque fois que je découvrais une nouvelle mécanique comme ça dans ce jeu-là, j'étais excité, puis je continuais à lire, puis j'étais pas capable d'arrêter de lire, puis j'en voulais savoir plus. Puis l'ambiance musicale est 100% réussie. Je me sentais toujours, quand t'es dans la forêt, tu te sens dans la forêt, t'entends toujours des petits animaux par-ci par-là, quand ça devient, la tension est là, tu sens la tension, ce qui te donne envie de continuer à lire aussi. C'est rare que la musique te distrait pas dans ta lecture, puis au contraire, t'aide à continuer ta lecture. Très bien réussi. Les stats que vous pouvez voir en haut sont très simples. La rage, c'est comment tu contrôles ta colère. Ton willpower, c'est ta force de vouloir continuer à faire les choses. Puis ta vie, c'est ta vie. Aussi, ce que j'avais trouvé le fun, c'est que je m'attendais que... Ça, c'est la première fois que tu deviens un gros loup. Tu vois ici, c'est plus humanoïde, c'est devenu un loup. Je pensais qu'on avait juste la forme werewolf, la forme classique à deux pattes, très grande, qui ressemble à un monstre qui se promène, qui peut tout détruire à un coup de griffe. Mais dans ce jeu-là, tu as accès à toutes les transformations lupines. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. T'as le loup classique, t'as un très gros loup, t'as la forme werewolf, t'as la forme entre le werewolf et l'humain. Ça, je trouve ça très bien réussi. Ça permet des narratives très différentes. Puis aussi, tu peux approcher des situations dans des formes différentes qui vont te donner des choix différents. C'est quand même un jeu de choix. Si vous aimez pas ça, devoir prendre tous les choix, contrôler 100% du jeu, puis que le jeu se passe qu'en narrative, malheureusement, il sera pas pour vous. Si vous pouvez faire abstraction de ces jeux-là, le jeu est awesome. Le jeu est vraiment le fun. J'ai fait une game de A à Z, comme je dis, d'un coup au complet. J'ai eu bien du fun. Par contre, oui, il y a de la rejouabilité. À mes yeux, je le trouve pas beaucoup rejouable, mais elle existe. Si vous avez tellement aimé l'expérience que vous voulez réessayer d'autres classes, il y a des classes dans le jeu, il y a des choix que vous pouvez prendre qui changent beaucoup la narrative. Fait que sur ce, il y a de la rejouabilité, mais ça reste un jeu où ma game a peut-être pris 3h30 et tu lis pendant 3h30. Fait que c'est à vous de voir, c'est comme un très long film aussi, mais l'histoire est le fun. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, Heart of the Forest, l'histoire tournera autour de la forêt. Et c'est ce qui conclut mon analyse Humble Bundle